Chers auditeurs, bonjour. Vous vous êtes sans doute déjà demandé depuis quand l'enseignement catholique existe. Pour nous en parler, élément de réponse, petit tour dans l'histoire de l'enseignement catholique avec Catherine Pagenot. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes justement chargée de mission au sein de la direction de l'enseignement catholique. Désolé pour la répétition en Sarthe. Alors depuis quand ça existe ? Alors, je ne suis pas historienne de formation. Je me suis appuyée sur un ouvrage qui s'appelle « L'école catholique est-elle une école comme les autres ?» et sur l'écrit d'un historien qui est Claude Berruet, qui a été directeur diocésain pendant de nombreuses années et adjoint au secrétariat général de l'enseignement catholique. Donc, mes propos sont issus de cet ouvrage. Donc, si une chanson traditionnelle veut nous faire croire que Charlemagne a inventé l'école... Une chanson presque enfantine. Eh oui, tout à fait. Ce fut bien l'Église qui, à partir du VIe siècle, refonda des écoles. Il en existait bien dans les abbayes où progressivement le noviciat réservé aux futurs moines fut séparé d'écoles extérieures ouvertes aux garçons, surtout de l'aristocratie. Donc des écoles ouvrirent aussi à proximité des cathédrales. Ces établissements étaient essentiellement réservés aux garçons, aux élites du peuple, enfin, je devrais pas dire le mot peuple à ce moment-là, aux élites que l'Église voulait instruire en vue d'y repérer les futurs clercs. Simultanément, néanmoins, les évêques se préoccupaient aussi de l'éducation des enfants du peuple. Ainsi, des prêtres de paroisse ouvraient des écoles gratuites dans leur demeure. Bien évidemment, à l'époque, la visée était la formation religieuse. Il s'agissait bien de transmettre les principaux éléments de la foi. Et donc, on arrive bientôt au 8e siècle, on arrive à l'époque des Carolingiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Charlemagne, dans son capitulaire de 789, confirma et institua cette organisation décrite précédemment et qui était entièrement confiée à l'Église. Donc la progression de l'urbanisation amena les écoles cathédrales à occuper la première place. Les écoles cathédrales ? Oui, les écoles cathédrales, elles étaient tout près des cathédrales, ça s'appelait les écoles cathédrales. Tout simplement. À partir du XIIIe, l'éclosion des premières universités se firent en dehors de l'enceinte des cathédrales. Et je vais vous donner un exemple très simple. Des enseignants quittèrent à Paris la proximité de Notre-Dame pour aller enseigner sur la rive gauche de la Seine, dans ce qui allait devenir le quartier latin. Et c'est devenu la Sorbonne ? Exactement. Et pour illustrer, en 1253, Robert de Sorbon fonda le collège de théologie qui devint la Sorbonne. C'est vrai que beaucoup d'universités étaient aussi théologiennes. Absolument. Donc, à la fin du Moyen-Âge, c'est l'Église qui a l'initiative de l'offre scolaire, même si quelques municipalités ouvrirent des écoles pour les enfants du peuple financées par les collectivités. Mais à cette époque, la notion d'obligation scolaire n'existait pas. Il était impossible d'ailleurs de savoir précisément quel était le niveau d'alphabétisation de la population française. Ce fragile système allait être mis à mal par la guerre de 100 ans et les grandes épidémies. La guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc, les grandes épidémies, le pouvoir royal se renforce. Et là, on arrive à cette période assez intéressante au niveau historique, même pour ceux qui ne sont pas passionnés. On arrive à la Renaissance. Est-ce que pour l'enseignement catholique, ou voire pour l'enseignement tout court, ça apporte quelque chose ? Alors, l'humanisme du XVIe siècle allait redire l'importance de l'éducation. Erasme, Rabelais, Montaigne sont les auteurs qui nous disent tous quelque chose, même s'ils se cantonnent et s'intéressent essentiellement aux élites. L'Église, une fois encore, elle allait s'intéresser à l'école populaire. On fait un petit tour du côté des protestants parce que l'accès direct à la Bible pour tout croyant est rendu possible par l'invention de l'imprimerie, ce qui de fait commandait un apprentissage généralisé de la lecture. Ainsi, 2000 écoles protestantes arrivèrent en France. L'Église catholique ne pouvait donc pas être en reste. Les prêtres furent tenus d'accueillir dans leur demeure des écoles gratuites pour y instruire les enfants pauvres. L'Église va alors être aidée par les congrégations enseignantes qui se créèrent progressivement. Et la fondation la plus connue est celle de la Compagnie de Jésus. Jésuites. Ouais, les jésuites. Même si ce ne fut pas le projet initial d'Ignace de Loyola, la compagnie allait vite se tourner vers l'enseignement et les collèges jésuites se multiplièrent rapidement. Quelque chose me dit qu'il y a d'autres congrégations qui vont intervenir. Absolument. Du côté des filles, c'est toujours plus long pour installer des écoles du côté des filles. Mais d'autres congrégations arrivèrent et du côté de congrégations féminines. C'était l'ordre de Sainte-Ursule, fondé en Italie par Angèle de Mérici, qui essaima en France. Au début du XVIIe, à l'initiative de François de Sales et de Jeanne d'Arc, fut créé l'ordre des Visitandines. Les collèges jésuites, comme les établissements des
Ursulines et des Visitandines s'adressait plutôt à l'élite. Les enfants du peuple étaient accueillis pour les familles qu'ils souhaitaient, par les écoles paroissiales, tenues par les curés et les vicaires. Donc à cette époque, l'enseignement y était le plus souvent individuel. Pendant que l'enseignant s'occupait de l'élève, les autres s'occupaient d'un seul élève. Les autres restaient oisifs. Même si le pouvoir royal, alors là on est sous Louis XIV, prit une ordonnance en 1698 pour appeler à une première forme de scolarité obligatoire, dans les faits, peu de moyens coercitifs sont pris pour son application. On est vraiment dans l'incantation pour le moment. Oui, ouais. Et on ne sait pas encore faire du collectif. Pour l'éducation populaire, des congrégations enseignantes virent le jour. L'Institut le plus connu et au long avenir est celui des Frères des écoles chrétiennes, fondé par Saint Jean-Baptiste de La Salle, 1651-1710, 19, je ne sais plus. Celui-ci, chanoine de la cathédrale de Reims, allait s'éloigner de sa charge prestigieuse pour se vouer à l'éducation des plus pauvres. Les Lassagne, les fameux. Et oui, pour conclure sur cette période, à la fin du XVIIIe siècle, l'offre scolaire est inégale sur le territoire. 90% des communes du nord de la France possèdent une école, mais ce n'est le cas que de 50% des communes du sud de la France. Nous n'avions pas d'évaluation chiffrée au niveau national, mais l'indicateur qui est souvent pris, c'est que 47% des hommes étaient capables de signer de son nom son registre de mariage, quand seulement 27% des femmes le pouvaient. Et ces inégalités, on arrive à la fin du XVIIIe, est-ce qu'elles vont se creuser, est-ce qu'elles vont se résorber ? Elles vont pas se creuser, elles vont diminuer, mais vous verrez que par la suite, là, ce qu'on va échanger, l'école obligatoire est arrivée pour les garçons avant d'arriver pour les filles. Il y a toujours un décalage. Donc, on arrive au XVIIIe siècle, et là, qu'est-ce qui se passe pour l'enseignement catholique ? On sait qu'il y a la Révolution, donc c'est un peu troublé. Oui, l'enseignement catholique et puis l'enseignement public, parce que vous voyez bien qu'on mène un peu de front. Ça se confond encore à l'époque. Oui, ça se confond encore. Il y a des choses qui sont même confondent dans le sens confusion, tout à fait. La deuxième partie du XVIIIe siècle donna lieu à de nombreuses réflexions sur la place de l'école dans la société. C'est le siècle des philosophes, Diderot, Voltaire. Pour autant, si Diderot soutenait que l'instruction populaire est le meilleur moyen d'éveiller les libertés et d'échapper à la tyrannie des clercs ou des rois, Voltaire, lui, ne militait pas du tout pour une instruction obligatoire. Et dans une lettre à Damy-la-Ville, le 1er avril 1766, il affirmait « Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre, et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. » Ah, Voltaire, c'est des parts d'ombre. Oui. Quant à Rousseau, tout le monde a en tête l'Émile, auteur de ce traité sur l'éducation, il n'était pas non plus favorable à une éducation pour tous qui risquait de trop éloigner de la nature. Donc ces débats se poursuivirent pendant la Révolution, dont l'œuvre scolaire fut bien modeste. À la suite de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne dit absolument rien du droit à l'éducation. Donc la dernière partie du XVIIIe, le quasi-monopole de l'Église sur l'éducation posait question. L'affaire emblématique fut l'expulsion des jésuites de France par Louis XV en 1764. Devant le vide laissé par le départ des jésuites qui détenaient 120 collèges, des parlementaires commencèrent à défendre l'idée que l'école devait être confiée au pouvoir civil. Ainsi, en 1763, Lacharolais, président du Parlement de Rennes, publia un essai d'éducation nationale. Donc l'Église catholique perçut bien la remise en cause de ses prérogatives sur l'école et demanda de restituer aux évêques leur responsabilité sur la formation de la jeunesse. Les historiens y voient là le début de la guerre scolaire qui ne s'apaisera qu'à la fin du XXe siècle. Le pouvoir civil qui avait laissé et favorisé la mainmise de l'Église sur l'école voulait reprendre la main. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple, dit Danton. Mais la Révolution n'a rien modifié de fondamental. Napoléon, lui, chercha à se réconcilier avec l'Église catholique par la signature du Concordat en 1801. En revanche, l'empereur souhaitait mettre en œuvre l'établissement d'un monopole d'État sur l'enseignement. La loi du 10 mai 1806 sur l'université impériale concernant l'enseignement supérieur et secondaire. Il ne s'occupait pas de l'école des plus jeunes. Même si dans l'esprit du Concordat, il était précisé que les établissements devaient prendre pour base les préceptes de l'Église catholique, l'Église avait effectivement perdu ses prérogatives quant à la maîtrise du système d'instruction. Ces dispositions ne touchaient pas l'enseignement primaire où ni l'État ni les collectivités ne disposaient des enseignants nécessaires. Donc les communes acceptaient le retour des frères des écoles chrétiennes et d'autres congrégations religieuses. La Restauration ne modifia pas les équilibres.
Faute de maîtres, beaucoup de municipalités faisaient appel à des religieux et des religieuses pour enseigner à l'école publique. 1833, alors que progresse le nombre d'écoles normales, le ministre Guizot dessine une organisation complète de l'enseignement élémentaire, mais l'obligation de création d'une école dans les communes de plus de 50 habitants ne concerne que les garçons. Encore une fois. 1848, Hippolyte Carnot défend l'obligation scolaire pour les deux sexes et la gratuité de l'école publique. Ce fut de courte durée car la loi Fallou, au début du Deuxième Empire, demande une participation aux familles, même pour les écoles publiques. Mais la loi Fallou visait surtout à rétablir les prérogatives de l'Église dans l'éducation. Pour la première fois, la loi parlait de l'enseignement libre. La place de l'enseignement religieux fut confortée. L'exposé des motifs. L'instruction est demeurée trop isolée de l'éducation. L'éducation trop isolée de la religion. Nous voulons que la religion ne soit imposée à personne, mais enseignée à tous. Retournement de l'histoire, le contrôle du système éducatif fut à nouveau confié aux autorités religieuses. L'alphabétisation des filles continue de progresser en 1850 par une prise en charge des congrégations féminines. Catherine Pagenot, donc là nous arrivons bientôt à la fin du 19e siècle. On sait que c'était une période cruciale pour l'éducation, pour les congrégations religieuses, mais on verra tout ça le mois prochain. Merci Catherine.